Bonsoir tout le monde, salut le chat, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver ce soir encore. Bonsoir Sakou Darling, salut Fabien, Fabien qui est là, donc Fab Trek pour ceux qui ne savent pas, avec sa petite épée de modérateur, c'est Fabien, le journaliste de la rédac qui est souvent sur Twitch aussi avec moi. Voilà, soyez tous et toutes les bienvenus. Donc ce soir je suis avec Béatrice Caméraire, que vous voyez à côté de moi. Je suis très content qu'elle ait accepté mon invitation. C'est une collègue depuis un petit moment maintenant. On se connaît, on se fréquente parce qu'elle travaille régulièrement pour le magazine. Et elle est journaliste indépendante. Donc elle travaille à la pige, elle fait des articles voilà, pour plusieurs titres. Et ce soir, je l'ai invitée parce que je voulais parler un peu d'éducation avec elle et que c'est sa spécialité. Elle est journaliste éducation avant tout. Et elle a écrit d'ailleurs un bouquin sur l'éducation positive dont on va parler ce soir qui s'appelle L'éducation vraiment positive. Voilà, bienvenue Béatrice, merci d'être là. Merci Fabien pour l'invitation. Merci, ça me fait plaisir aussi de pouvoir discuter de tout ça. Tu vois, ça coûte darling, c'est quoi l'éducation positive? On va y venir très vite. Juste avant, je veux juste vous rappeler que les commandes sont toujours fonctionnelles, donc vous pouvez taper le point d'exclamation lien pour voir les liens, le site web de Béatrice, ses réseaux. Et, je rappelle aussi que Sciences Humaines est toujours dans sa phase de financement participatif pour la nouvelle formule qui arrive très bientôt, qui sera en kiosque le 14. Donc en fait c'est jeudi, c'est dans 2 jours. Et vous pouvez toujours participer voilà, à notre projet, mettre un petit quelque chose dans la cagnotte. Donc pour ça, vous pouvez taper point d'exclamation soutien. D'ailleurs, je vous le mets comme ça. Tac, vous aurez le lien. Hop là. Voilà, vous pouvez participer, mettre quelque chose et vous avez des contreparties selon ce que vous mettez. Donc selon ce que vous avez envie de mettre, vous recevrez des magazines, un abonnement, etc. Voilà, et donc je rappelle aussi que tous nos lives sont disponibles en VOD sur la chaîne YouTube du magazine. Et donc pour les trouver, vous pouvez taper simplement point d'exclamation VOD. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour. Donc on peut attaquer, on peut commencer par répondre à la question de Sakou Darling, qui est la première que je voulais te poser. Béatrice, c'est quoi l'éducation positive exactement? Alors, c'est pas évident à définir, hein. On n'a pas de définition claire parce que c'est pas un concept universitaire en fait, hein. C'est un peu un concept qui est venu de la base, qui est venu des parents, des militants, des acteurs de terrain. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est importante à avoir en tête. En fait, on a une diversité de termes qui peuvent se rapporter. On a parlé d'autorité bienveillante, on a parlé de parentalité épanouie, de parentalité efficace, créative, consciente, enfin vraiment toute une galaxie de termes qui en fait voilà, vont venir petit à petit s'agréger autour du concept d'éducation positive. Donc tous ces termes, on les voit un peu émerger autour des années 2000 hein, à peu près, parce qu'il y a un nombre croissant de publications, de livres destinés aux parents qui vont petit à petit les reprendre et les amplifier. Le terme d'éducation positive, lui, on le voit apparaître avec la recommandation du Conseil de l'Europe en 2006, hein, qui essayait de réfléchir à ce que devait être la parentalité du 21e siècle, hein, en quelque sorte, à l'idéal de parentalité qu'on pouvait se donner pour le 21e siècle. Et eux, ils le définissent. C'est un peu la seule définition dont on dispose. Et alors, bon, si je les cite, hein, donc, pour eux, la parentalité positive, ça se réfère à un comportement parental fondé sur l'intérêt supérieur de l'enfant, qui vise à l'élever et le responsabiliser. Qui est non violent, qui lui fournit reconnaissance et assistance en établissant un ensemble de repères favorisant son plein développement. Voilà, ça c'est la définition Ok. du Conseil de l'Europe. C'est voilà, la seule définition sur laquelle on peut vraiment se baser. Après, sur les autres termes, on les voit aussi apparaître un peu dans les textes officiels. Par exemple, le terme de bienveillance et d'évaluation positive débarque dans les textes de l'éducation nationale en 2014.
2014, hein, on commence à avoir ces occurrences-là. Et puis, on a la mention, la référence à l'éducation sans violence dans le livret de la CAF en 2016, encore une fois, pour définir un petit peu ce qu'on attend des parents. Ok. Est-ce que, euh, est-ce que cette idée d'éducation non violente, bienveillante, positive, est-ce que ça vient en opposition à un vieux modèle? Tu disais c'est l'éducation du 21e siècle, par contraste avec celle du 20e? Alors, oui et non, hein, en partie parce que l'idée de l'éducation, bah, c'est quand même de s'opposer à un certain nombre d'éléments qu'on avait considérés de manière antérieure comme allant de soi du point de vue de l'éducation. Donc, par exemple, ça conteste, enfin, l'éducation positive remet totalement en question le bien fondé des punitions et des récompenses. Donc l'idée que finalement un enfant pourrait apprendre voilà, en étant puni, en étant récompensé. Vraiment, ça c'est quelque chose contre lequel voilà, ils s'inscrivent totalement en faux. Ouais, Au ça fait un contraire, hein, reconditionnement, c'est ça? ouais, ça fait conditionnement, mais ça va au-delà de ça, hein. C'est vraiment l'idée que c'est indigne de l'enfant finalement la punition et qu'effectivement ça va en permanence obliger l'enfant à se construire dans le regard de l'adulte en quelque sorte, hein, puisque voilà le bâton et la carotte. Donc finalement, je vais pas intégrer moi-même les règles, je vais pas devenir autonome, je vais pas m'approprier les règles, mais je vais me référer simplement à est-ce qu'on va me punir, est-ce qu'on va me récompenser, est-ce que Ouais. je fais bien, est-ce que je fais mal. Donc il y a vraiment cette idée-là. Le point aussi qu'elle conteste énormément, c'est la légitimité finalement d'une autorité parentale qui serait basée sur la coercition, qui serait basée sur la force à la fois physique et la domination du parent. Il préfère privilégier au contraire une forme de démocratie familiale, plutôt basée sur la négociation, sur la coopération. On va inviter les enfants à s'exprimer, à faire valoir leur choix, à faire valoir leur goût, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, à ce titre-là, on peut, oui, penser que ça s'oppose à une forme d'éducation plus rigoriste, où l'autorité est vraiment vue comme voilà, quelque chose oui, de très figé et où le parent est en position dominante et pas simplement dans une position de protection vis-à-vis de la Hmm. vulnérabilité de l'enfant. Il y a beaucoup aussi d'éléments autour enfin, qui contestent de manière secondaire peut-être des présupposés éducatifs qui peuvent être un peu hérités de la psychanalyse. Par exemple, l'idée que la frustration, c'est quelque chose d'essentiel, qu'il faut poser des interdits à l'enfant. Alors, ils ne viennent pas complètement le contester, hein. Il ne s'agit pas de dire aux enfants, faites n'importe quoi. Comment dire, voilà, au contraire, hein, ils disent, attention, on n'est pas laxiste. Ce n'est pas l'idée. Mais quand Ouais. même, il y a l'idée qu'on va plutôt proposer à l'enfant un cadre de liberté plutôt qu'un cadre d'interdit. Et ça, c'est quand même Hmm. quelque chose d'assez important. Euh, Bonsoir Cribona, bonsoir Aurélie, bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. Moi, je vais poser les questions à Béatrice que j'ai préparées, mais vous aussi, n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous viennent ou des remarques simplement que vous avez envie de faire. Voilà, comme d'habitude, hein, vous pouvez les taper dans le chat et je les relayerai. Je voulais juste revenir sur cette histoire de psychanalyse parce que dans mon souvenir, il y a eu aussi quelque chose qui a pas mal marqué les familles françaises, c'est les idées de Françoise Dolto sur l'éducation, Oui, qui, oui, qui avait, je crois, des heures d'antenne consacrées à mm, voilà, partager sa vision de l'éducation et qui, déjà à l'époque, je crois, parlait du consentement de l'enfant, parlait du tout fait à fait. d'associer l'enfant aux Mm, décisions qui le concernent, etc. Euh, Tout à fait, tout à du coup, fait. ça Oui, s'oppose oui, pas oui. à ça, l'éducation Ça, non c'est clair. bienveillante, Oui, oui, oui. positive. Non, non, mais ça c'est évident. C'est pour ça que je disais certains principes hérités de la psychanalyse ou qui ont diffusé, parce que on est quand même face à, comment dire, il y a eu toute une diffusion des idées plus ou moins scientifiques
ouais, dans la vulgate populaire, et il y a après ce que les gens en ont reçu. C'est pour ça que finalement, l'éducation positive, elle va surtout s'opposer à des présupposés, à des idées reçues, à des manières d'envisager l'éducation qui transcendent complètement les théories finalement, que ce soit pédagogiques ou psychologiques, et qui ont pu être formulées sur l'enfant. Et effectivement, Françoise Dolto, on pourrait on pourrait même complètement la raccrocher comme une précurseur aussi du courant, puisque bah, voilà, elle a défendu la cause des enfants, elle a affirmé qu'il fallait parler aux enfants, qu'il fallait les considérer comme des personnes. Donc à ce titre-là, on peut la rattacher à la filiation un peu intellectuelle, philosophique de l'éducation positive dans ce contexte-là, oui, complètement. Mais donc l'éducation positive, pour toi, tu disais, elle démarre autour des années 2000 et c'est pas quelque chose qui est basé sur la psychanalyse. Non, c'est pas du tout quelque chose qui est basé sur la psychanalyse. Alors quand je dis elle démarre autour des années 2000, encore une fois, c'est avec beaucoup de précautions, parce que Ouais, comme c'est pas quelque chose de vraiment bien constitué, ça reste quand même en partie une coquille vide, hein. Quand on parle d'éducation positive, on est autour d'un thème qui est extrêmement séduisant, qui attire énormément. Donc tout le monde a envie d'être un parent positif, on n'a pas envie d'être un parent négatif. Donc finalement, ouais, c'est ça. il y a plein de choses qui vont être mis dedans, et voilà, de manière pas forcément très contrôlée, ni par les militants d'ailleurs qui s'en revendiquent. Ils ne peuvent pas tout contrôler. Donc moi, dans le livre que j'ai écrit, j'ai essayé vraiment de prendre cette catégorie comme elle était reçue par les parents, avec tous les usages qui pouvaient en être faits, et pas forcément en me raccrochant à ce que les, entre guillemets, théoriciens de l'éducation positive en disent, mais vraiment dans toute sa globalité. Donc voilà, donc c'est difficile de dire, ça commence vraiment au début des années 2000. Et du coup, j'ai oublié la deuxième partie de ta question. Je me suis Non, perdue. mais ça répondait à ça, ça répondait à ce que je demandais. On a une question de Fabien qui dit, du coup, Béatrice, comment est-ce que tu perçois les critiques qui sont faites par les partisans d'une éducation entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire que l'éducation bienveillante, c'est trop écouter l'enfant, ça encourage une tendance égocentrique, capricieuse, etc. Euh, je n'ai pas forcément bien compris. Tu peux me reformuler la question de Fabien? Ouais, en gros, Quel est le... comment toi tu perçois les critiques des gens qui disent aujourd'hui que l'éducation à l'ancienne c'était pas si mal quoi? Moi j'ai reçu Ah des oui, fessées, je n'ai pas été ah traumatisé. oui, d'accord. Aujourd'hui on écoute trop les enfants, Ah oui, d'accord. ils deviennent Oh, bah, égocentriques et capricieux, c'est l'enfant roi, etc. oui, bah, ils sont un peu en décalage en fait avec toute l'évolution finalement du regard sur l'enfant qu'on a eu au XXe siècle. Donc, parce que finalement, voilà, aujourd'hui on parle d'éducation positive, mais quand on regarde un petit peu ce à quoi ces personnes se rattachent, hein, on a tout un courant, toute une évolution sociale du regard sur l'enfant bah, qu'on peut rattacher à plein de choses, hein. Je ne sais pas si tu veux qu'on développe un petit peu là-dessus, mais qui petit à petit nous a fait prendre conscience que de la façon dont les enfants apprenaient, que ce n'était pas des cires vierges sur lesquelles on allait pouvoir déverser un certain nombre de savoirs Ouais, de manière comme ça automatique. On a découvert que les enfants avaient besoin d'affection, que c'était vraiment quelque chose d'absolument fondamental, hein. C'est toutes les théories de l'attachement. Un enfant ne peut pas vivre si on ne prend pas soin de lui, si quelque part, voilà, si on ne lui témoigne pas vraiment de l'affection au-delà des soins quotidiens et de la satisfaction de ses besoins les plus physiologiques. ouais, On a toute la réflexion et l'émergence qui a abouti à la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc finalement, les gens qui disent oui, enfin bon, moi les fessées, j'en suis pas mort, et puis de toute façon aujourd'hui les enfants, c'est des enfants rois, ça paraît, voilà, ça paraît en décalage avec ce qu'on attend aujourd'hui de l'éducation. Parce que derrière ce modèle un peu traditionnel, autoritaire, un peu ancien, il y a l'idée qu'on voudrait des enfants obéissants, qu'on voudrait des enfants disciplinés, qu'on voudrait des enfants voilà, qui rentrent dans le moule. Or, c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui, en fait. Nous, ouais, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est plutôt des enfants qui fassent valoir leur choix, qui contestent, qui fassent preuve d'esprit critique, qui mm, s'affirment, qui soient des moteurs de proposition pour l'avenir. Donc, voilà, il y a quelque chose d'un petit peu, je dirais, réactionnaire, même au sens premier du terme. Voilà, on campe sur ses positions, on fantasme un petit peu l'éducation du passé, hein, c'est très à la mode aujourd'hui, mais c'est pas vraiment ce qu'on attend de l'éducation. Tout le monde s'accorde à dire qu'on voilà, on veut une éducation émancipatrice, en fait. ouais, en tout cas la plupart. C'est vrai que
parfois on a des gens qui réagissent comme tu dis, Fabien, mais c'est vrai que oui, le mouvement global pour toi, il est quand même plutôt orienté vers une éducation qui est positive, bienveillante et non violente. Euh, Par rapport à ça, du coup, je voulais te demander, est-ce que on peut attribuer à l'éducation bienveillante ou à ce mouvement, éducation positive, je dis bienveillante, positive, pour moi c'est Oui, oui, synonyme, je ne sais pas tout si à c'est fait. les bons termes, mais en tout cas, est-ce qu'on peut attribuer à l'éducation positive des avancées en matière de droits de l'enfant? Il y a eu l'interdiction de la fessée il n'y a pas très longtemps, en 2016, je crois. Oui, 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 effectivement. Alors, est-ce qu'on peut lui attribuer des avancées? Moi, j'aurais pris plutôt le problème à l'envers, c'est-à-dire que, en fait, ils s'inscrivent vraiment dans cette dynamique-là. En fait, les droits de Ouais, l'enfant, pour replacer rapidement, hein, c'est une réflexion donc, qui prend un peu sa source au début du XXe siècle. En gros, le XIXe siècle, c'est vraiment le moment où on commence à réfléchir aux droits de l'enfant, mais alors pas en termes de droits positifs, et plus en termes de droits de protection. On a par exemple l'interdiction du travail des enfants dans les manufactures. On a évidemment l'instruction obligatoire. Donc voilà, on a tous ces droits-là qui arrivent, mais c'est seulement au début du XXe siècle qu'on commence à se poser la question peut-être du droit des enfants à s'exprimer, à s'associer, voilà, à faire valoir des droits positifs. Et ça, bah, la personne qu'on peut citer, c'est Janusz Korczak, hein, qui est un médecin, oui, un médecin, j'ai oublié sa nationalité, polonais, si je me souviens bien. Et du coup, lui, comment dire, il se rattache au mouvement pour l'éducation nouvelle. Il est connu parce qu'en fait, il gérait un orphelinat d'enfants juifs un peu au moment de la Deuxième Guerre mondiale, hein. Il est connu pour avoir accompagné en déportation les enfants de son orphelinat. Il n'a pas voulu les laisser tout seuls. Et surtout, en fait, il avait organisé dans son orphelinat comment dire, plein d'initiatives en faveur de l'autogestion. Il y avait des assemblées des enfants où ils pouvaient s'exprimer, où ils pouvaient voilà, faire valoir encore une fois leurs idées. Et puis, il a été un grand défenseur de la cause enfantine en disant, voilà, les enfants, finalement, ils n'ont droit à rien. On leur impose ce qu'ils doivent manger, quand est-ce qu'ils doivent manger. Ils ne possèdent rien en propre. Même un sans-abri possède plus qu'un enfant. Les enfants, bah, leurs jouets, ils n'ont pas le droit, enfin leurs possessions, ils n'ont pas le droit de les donner, ils n'ont pas le droit de les vendre, ils n'ont pas le droit de les casser. Donc ouais, finalement, voilà, ça a été une espèce d'avocat de la cause enfantine avant l'heure, hein, parce qu'évidemment, il n'a pas été forcément, enfin, ses idées n'ont pas été popularisées tout de suite, mais qui a servi à nourrir cette réflexion jusqu'à la formulation de la Convention internationale des droits de l'enfant, donc qui est entrée en vigueur en 1990 et qui a voilà, posé un certain nombre de droits, affirmé un certain nombre de droits où l'enfant est vraiment considéré comme une personne et pas simplement un petit être à protéger. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, mais il a fallu du temps avant que ça se traduise dans le droit en fait des pays. C'était un peu une déclaration d'intention, les droits de l'enfant, mais concrètement, c'était pas forcément appliqué. Par exemple, en France, on a eu on a eu des avancées en 2002 avec la loi Kouchner relative aux droits des malades et la loi sur l'autorité parentale, où pour la première fois, on disait, bah oui, un enfant doit être associé aux décisions qui le concernent, décisions en particulier en matière de santé, mais pas que, mhm, en fonction de son degré de maturité. Ça, c'était vraiment une traduction concrète de ce qu'affirmait la Convention sur les droits de l'enfant, et ça n'avait pas été fait forcément avant. Donc, c'est pour dire qu'en fait, il y a d'abord les idées, ce sont des idéaux, et puis petit à petit, on les traduit. Et pour les ouais. partisans de l'éducation positive, ces droits de l'enfant ne sont pas du tout encore assez appliqués. C'est-à-dire que dans leur tête, les enfants sont encore dans une situation de domination totale, hein. Ils dénoncent vraiment pour eux la domination adulte, l'adultisme, hein, donc un mot qui est formé un peu sur la même construction que le racisme, que le sexisme, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait que les adultes, comment dire, oui, exerceraient de manière illégitime et de manière abusive leur contrôle sur les enfants. Et Ça, bien pour eux, c'est pas du justement, tout encore fait, quoi. ouais, il y a une remarque par rapport à ça. Alors, donc ouais, Real World Books qui demande le nom de cette personne, donc c'est Janusz Korczak. Il y a Jules Oui, Cassin qui te l'a écrit, donc Jules Cassin qui pose aussi une question. Merci tous les deux pour vos interventions. Donc, Jules Cassin qui dit plutôt, vous semblez partir du principe que la violence éducative ordinaire
n'est pas une réalité ou peut-être plus une réalité et qu'on serait désormais dans une éducation qui ne serait plus autoritaire. Or, malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Sur quelles statistiques ou études pensez-vous pouvoir dire que désormais nous serions dans un type d'éducation largement anti-autoritaire? Ne pensez-vous pas qu'il serait plutôt important de se battre contre les tenants de l'éducation autoritaire qui restent nombreux? Donc ça revient sur ce qu'on disait avant et sur ce que tu disais là avec cette histoire d'adultisme, cette affaire-là est peut-être pas encore tout à fait réglée. Oui, alors moi je suis pas en train de, comment dire, je n'affirme pas que ça y est, tous les problèmes sont réglés, hein, c'est pas Oui, la question. Moi ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, dans nos idéaux de société, dans nos ouais, idéaux éducatifs, il y a quand même une attention portée à l'enfant en tant que personne et à son droit à exprimer voilà, ses goûts, ses choix, ses décisions. Et que ça, en termes d'idéaux, je pense que c'est difficile de le contester. Après, dans la pratique, oui, il y a plein d'éléments qui montrent qu'on n'y est pas. Mais d'ailleurs, les droits de l'enfant ne sont entre guillemets pas respectés à plein d'autres niveaux. Par exemple, il est dit que les enfants doivent avoir droit alors je ne sais plus comment c'est formulé, mais à des logements, par exemple. Bon, bah, il y a des enfants qui vivent dans la rue et on en a encore loin, même dans notre pays. Enfin voilà, ce que je veux dire par là, c'est que on est vraiment sur un modèle d'idéal, donc d'horizon à viser, et que ouais, bah, les pratiques ont encore besoin d'être améliorées. Alors, sur les violences éducatives, puisque je pense que c'est là-dessus que porte vraiment la question, il y a un vrai déficit en termes d'études hein, sur les pratiques réelles des parents. Il y en a certains hein, qui ont tenté de savoir, par exemple, à quelle proportion des parents français donnaient des fessées à leurs enfants, oui, quand, comment, combien de fois par mois, ou je ne sais pas combien. ouais, Bon, mais on n'a pas vraiment des données fiables parce que c'est quand même un comportement qui est réprouvé et sur lequel un certain nombre de parents peuvent nourrir de la culpabilité à juste titre, hein, d'une certaine manière, mais c'est pas facile d'enquêter là-dessus. Donc les statistiques qui sont avancées, elles sont pas forcément très fiables. On sait pas trop exactement où est-ce qu'on en est. Donc non, j'ai pas vraiment de données fiables pour dire ouais, où est-ce qu'on en est. Ce qui est sûr sur vraiment cette question des violences éducatives telles que la fessée, c'est que les choses s'améliorent. Alors trop lentement pour les partisans de l'éducation positive, hein, ils estiment qu'il faudra aller encore beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, et ils pensent à tous ces enfants qui en sont victimes. Mais il n'empêche que les choses avancent et que très clairement, l'acceptabilité sociale des violences éducatives est beaucoup plus faible aujourd'hui qu'elle ne l'était, par exemple, dans les années 1950. oui. Sans doute qu'à ce moment-là, interdire la fessée, ça aurait été impossible pour l'opinion publique. Jules Cassin qui répond encore, dans le débat théorique aussi, il y a des théoriciens de l'éducation qui prônent l'autoritarisme, punition, fessée, etc. Est-ce qu'on a encore beaucoup de théoriciens qui parlent de ça? Alors, de théoriciens, je ne sais pas, peut-être que la personne des personnes à citer. Est-ce que tu as des noms? Moi, j'en vois pas dans le champ universitaire, hein. Ouais, Pour moi, il n'y a pas de pédagogue aujourd'hui qui défendent ça. Il n'y a pas de psychologue qui défendent ça, hein. Même ceux qui sont les plus critiques à l'égard de l'éducation positive ne disent absolument pas qu'il faut violenter les enfants. Après, il y a quelques politiciens qui s'y risquent, mais oui, non, voilà, mais c'est pas forcément des théoriciens. c'est pas forcément des C'est vrai que théoriciens, là, non. comme ça, j'ai pas non plus trop d'idées. Euh, Est-ce que, ouais, si Jules Cassin a des noms en tête, on est preneur. Non, non, pour Euh, moi, ça fait relativement consensus que, en particulier la fessée, hein, si on parle que de ça, ou du moins les ouais, violences physiques doivent être bannies. Ce qui est peut-être moins consensuel, c'est à quel point c'est un problème lorsque les parents ont ce type de geste ponctuellement, ouais, par exemple. Je pense qu'il y a des personnes, les militants de l'éducation positive vont être extrêmement sévères en disant c'est absolument impossible, inadmissible et insupportable. Là où peut-être d'autres vont dire bah oui, mais bon, parfois les parents se sentent pas bien, ou ils sont à bout, ou ils ont besoin d'aide. En tout cas, bon, être parent, c'est quand même pas une sinécure. Donc, ouais, est-ce qu'on doit, par exemple, leur laisser entendre qu'ils ont détruit le cerveau de leur enfant parce qu'une fois dans leur vie, ils ont donné une fessée? Bon, c'est peut-être un peu voilà, excessif. Et ouais. pour le coup, c'est peut-être plus cela que porte la controverse. Ok, on va revenir à cette histoire de cerveau détruit, parce que je pense que c'est une Il y a partie beaucoup à dire. importante Oui, tout à fait. du contenu de l'éducation positive. Du coup, Jules Cassin précise, il dit en Suisse, on a un psychologue comme Valterio. Alors ouais, je suis désolé, mais Ouais, alors je connais pas on du tout, je connaît suis pas désolée. assez les théoriciens suisses. Du coup, toi, tu es suisse, je suppose. Alors peut-être on a des vieux psychanalystes qui seraient encore sur cette ligne-là en France, mais ils sont plus dans le circuit universitaire, je pense.
et il n'y a pas Non, beaucoup je, de Ouais, non, publications. je pensais à Aldo Naouri, qui avait été qui faisait quand même partie un peu. Mais bon, Oui, il était mais toujours, pédiatre. il sort toujours des bouquins, je crois, hein. Voilà, bon, il sort toujours des bouquins, puis des fois il sort aussi voilà, des petites interviews comme ça. Mais Ouais, à ma connaissance, il n'a pas été jusqu'à dire qu'il fallait continuer à donner des ouais, fessées, hein. c'est En ça. tout cas, pas à le prôner comme modèle éducatif. Il y aurait vraiment D'accord. rien qui pourrait le soutenir. Parce que autant on peut se poser la question de savoir jusqu'où la fessée est délétère, est-ce que ça provoque des troubles du comportement, etc. Autant on n'a absolument aucun doute sur le fait que c'est inefficace. En fait, ça n'aide pas du tout à l'intégration des règles, ça ne permet pas aux enfants voilà, d'intégrer des règles. Donc, bon, tout le monde est d'accord absolument là-dessus. Ouais. Alors du coup, est-ce qu'on peut aborder le sujet, on va dire, central de l'éducation positive, c'est-à-dire le contenu? On Oui, a des grandes figures, déjà on a des noms de personnes oui. qui sont des... Alors je ne sais pas si on peut dire théoriciens ou théoriciennes ou militantes aussi. Aussi des fois les frontières sont un peu floues. Est-ce que tu peux nous dire donc qui sont les principaux théoriciens et théoriciennes de l'éducation positive et ce qu'ils prônent dans les grandes lignes? Oui, oui, oui. Alors là, encore une fois, c'est compliqué parce que d'abord, c'est quand même un concept qui est de plus en plus diffusé. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, par exemple, on l'a quand même défini relativement rapidement, l'éducation positive. Il y a 5, il y a 10 ans, il aurait fallu, enfin, tout le monde n'en avait pas entendu parler. Donc, c'est un concept qui est de plus en plus approprié et qui, du coup, les grandes figures, les figures de proue, elles se diluent un peu. Enfin, je ne sais pas si je suis très, très claire par rapport à ça. Moi, je vais parler aussi pour le contexte français parce que bon, voilà, c'est celui que je connais le mieux voilà. Donc, les personnes qu'on peut citer qui se revendiquent vraiment de ça, on a Isabelle Filiosa. Donc, qui est psychothérapeute, hein, et qui a écrit pas mal de livres à destination des parents. Elle, son travail, il a été très centré autour de la question des émotions, de comment est-ce qu'on Ouais. pouvait accompagner les enfants à gérer leurs émotions, comment est-ce qu'on pouvait les comprendre, comment est-ce qu'on pouvait aussi accompagner les parents pour qu'ils comprennent mieux les manifestations émotionnelles des enfants. Donc, elle est vraiment apparue comme une figure importante. On a Catherine Guéguin, qui Mhm. elle est pédiatre, qui est une militante vraiment contre la violence éducative donc D'accord. ordinaire. Peut-être qu'on définira aussi ce thème là-dessus. Alors elle, ses écrits, comment dire, ont essayé de s'appuyer en fait sur les données scientifiques, en particulier les données des neurosciences, pour justifier les principes de l'éducation positive et en particulier l'importance d'essayer de minimiser la violence éducative. On peut citer aussi Catherine Dumonteil-Crémer, hein, alors elle est à l'origine, je crois qu'elle est consultante en parentalité, ou en tout cas, elle est pas thérapeute en premier lieu, elle est formatrice et elle est plutôt proche des milieux de parentalité un peu alternatifs, hein. Elle a écrit beaucoup de livres, La parentalité autrement, donc elle se raccroche à tout le mouvement sur le maternage proximal, l'allaitement à la demande, l'accouchement physiologique, une Mhm. forme de parentalité un peu plus naturelle. Et elle revendique depuis quelques années l'idée de parentalité créative. Donc, elle s'est un petit peu distanciée du mot positif, Ok. voilà, pour développer un peu son concept. On peut citer aussi Olivier Morel, qui est un militant aussi contre la violence éducative ordinaire, qui a un peu, qui a même contribué à faire connaître ce mot, hein. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que lui, il a un peu créé, enfin formalisé d'une certaine manière, Ouais. puisqu'il il a été cofondateur de l'Observatoire contre les violences éducatives ordinaires, qui a été un des plus puissants lobbies, si j'ose le mot, en tout cas groupe d'influence pour introduire la fameuse donc loi anti-fessée, qui en fait est une précision du Code civil qui a été introduit en 2019, qui mentionne le fait que l'autorité parentale doit s'exercer sans violence physique ou psychologique. Ouais. D'accord. Et donc on voit que c'est des gens qui militent contre les violences physiques et psychologiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Qu'est-ce que c'est qu'exercer une violence psychologique physique? Bon, on peut se douter, et encore, c'est pas si évident parce que quand on a des enfants, des fois,
c'est difficile de savoir est-ce que ce que je fais avec lui, c'est une violence, ça peut être considéré comme une violence physique ou Mm. psychologique. Est-ce que Mm. eux mettent des mots précis dessus? Alors, c'est pas évident. C'est pas évident. Ils le définissent pas de manière exhaustive. Ce qui est important pour eux, c'est d'insister sur le terme éducatif parce que quelque part dans leur esprit, l'idée que la violence infligée à l'enfant est répressible, ça, ils admettent que dans la société, c'est relativement bien passé. Ouais. Par contre, ce qui conteste, c'est la violence qui serait, comment dire, qui aurait pour but l'éducation. La violence qu'on viendrait convoquer avec une intention éducative et pas une intention de nuire en fait à Ouais. l'enfant. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose, c'est un mot qui est important pour eux. Après, il y a une galaxie en fait de comportements qui font rentrer sous le coup de la violence éducative ordinaire. Alors bon, celles qui font le moins débat, c'est voilà, les fessées, les gifles, les tapes. Ça fait pas débat. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est Ouais. des violences éducatives. Ouais, c'est sûr. Voilà. Après, dans les violences psychologiques, ils vont plutôt faire rentrer tout ce qui est des cris, des insultes, des menaces, du chantage. Et après, on passe dans une autre galaxie qui est plutôt de l'ordre de la contrainte, plus que de la violence. Et là, c'est beaucoup plus controversé. C'est-à-dire que certains militants vont vouloir faire rentrer énormément de choses, énormément de comportements parentaux, toute forme de coercition quasiment en fait parentale. Donc ça peut être imposer à un enfant l'heure du repas. Pour eux, ce sera une forme de contrainte, de violence éducative. Ok. Ça peut être imposer donc, le contenu des repas, leur imposer la manière dont ils vont s'habiller, la manière dont, à l'heure à laquelle ils vont se coucher. Et puis certains vont encore aller plus loin et c'est là où on a quand même un réel risque de dérive en disant imposer un geste médical à un enfant, y compris nécessaire, c'est une violence éducative ordinaire. Et bon, si on parle du contexte de la crise sanitaire actuelle, imposer un vaccin, par exemple, pour certains militants très jusqu'au-boutistes, oui, c'est une violence éducative ordinaire. Imposer un test, hein, un prélèvement nasopharyngé en est un. Enfin, voilà, donc c'est vraiment un concept qui, à la fois, est intéressant parce qu'il permet de mettre des mots sur des pratiques qui étaient vraiment banalisées il y a quelque temps, complètement admise et justifiée, puis qui aujourd'hui, on vient se dire, non, c'est plus en cohérence avec ce qu'on souhaite avoir comme comportement vis-à-vis de l'enfant, et en même temps qui laisse champ libre à des revendications qui, bon, sont intéressantes sur le plan intellectuel. Pourquoi pas se demander, est-ce que j'impose à mon enfant des choses pour des mauvaises raisons? Pourquoi Ouais. pas? Mais en même temps, voilà, peuvent amener à des dérives. Ouais, voilà. Alors du coup, donc tu as donné quelques exemples ce qui préconise de ne pas faire. Euh, est-ce que ça concrètement c'est réalisable? Parce que tu as des enfants, j'en ai aussi. Moi, mon gamin, s'il me dit qu'il veut pas aller chez le médecin quand il est malade, ou s'il me dit qu'il veut pas aller chez le dentiste quand il a une carie, même s'il veut pas, je vais quand même l'emmener parce qu'il se rend pas compte, forcément, il n'a pas conscience lui-même de ce que ça implique de rester malade ou de rester avec sa carie ou je ne sais quoi. Il sait pas ce que ça va lui faire à terme si c'est pas soigné. Mhm. Et du coup, là, il y a une forme de coercition en effet. Oui, oui, voilà, c'est tout le problème en fait. C'est dire que d'abord, moi, en tout cas, ça c'est un avis personnel, hein. Je pense que ça peut aller très loin, ça peut aller trop loin, parce qu'à un moment donné, comme tu l'as précisé, hein, les enfants sont pas en capacité de décider d'absolument tout. C'est pas Ah oui, c'est possible, hein. ça, il y a des D'ailleurs, choses qui se comprennent ce pas. que j'ai Ouais, ce que j'ai rappelé tout à l'heure, c'est que la loi impose absolument pas, enfin, ne nous demande pas ce que les enfants décident de tout, mais qu'on les associe en fonction de leur degré de maturité. Donc déjà, on sent bien que c'est pas un champ libre ouvert à n'importe quoi. Et puis après, quand tu poses la question de est-ce que c'est toujours tenable, il faut garder en mémoire que la parentalité, voilà, c'est pas un chemin, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. On a quand même, selon les estimations, 5 à 10% des parents qui peuvent souffrir de burn-out parental, hein. C'est les chiffres d'Isabelle Roskam, qui est psychologue qui a travaillé sur le sujet.
Est-ce que ça arrive à personne, enfin, est-ce qu'un parent peut se targuer de ne jamais avoir crié? Bon, c'est compliqué, c'est difficile. Donc, moi, ce qui m'inquiète, en fait, dans cette manière de visualiser les choses, c'est d'oublier qu'en fait, c'est un horizon, c'est un idéal, et que l'idéal de non-violence, voilà, on peut tendre vers, mais voilà, il faut aussi admettre qu'il y a des jours où on ne sera pas parfait, ça va peut-être pas se passer aussi bien que ce qu'on voudrait, on peut Ah faire oui. des erreurs, et il faut pouvoir aussi travailler avec ça, quoi, avancer avec ça. Et pour le moment, j'ai le sentiment que l'enjeu de sensibiliser à ce concept de violence éducative est tel parmi les partisans de l'éducation positive qu'il n'est pas possible d'ouvrir le débat sur et alors comment on fait quand on n'a pas été à la hauteur de son idéal en quelque sorte. Bah oui. Donc ça génère beaucoup de culpabilisation, les parents peuvent se sentir vraiment moins que rien, vraiment de très mauvais parents, alors que bon, en fait, non, toute la relation parentale ne va pas s'effondrer parce qu'un jour, il y aura eu un conflit, un jour, ils vont avoir élevé la voix. Ça ne fonctionne pas comme ça. On est quand même sur quelque chose de beaucoup plus stable. Tout ne se joue pas sur voilà, une erreur un jour. Ouais. On a une intervention dans le chat de concrètement moi. Je sais pas si c'est toi la streameuse. En tout cas, si c'est toi, bienvenue. C'est super que tu sois là. Je te regarde de temps en temps, c'est bien ce que tu fais. Donc elle dit bonsoir. Est-ce que c'est pas en même temps une violence d'amener l'enfant de force chez le dentiste et en même temps une violence de ne pas l'emmener chez le dentiste vu les répercussions? Et au final, est-ce que c'est Oui, pas un oui. calcul entre la moins pire des violences? Oui, c'est toi. Si, Bah, si, c'est bienvenue. exactement ça. Merci d'être là. Si, si, c'est complètement ça. C'est exactement ça le problème. C'est qu'en fait, quand on commence à ouvrir la réflexion sur les violences et la forme de coercition qu'on peut avoir les uns par rapport aux autres, hein, d'ailleurs, ça ne se limite pas à la question de la relation enfant-parent, hein, toutes les relations dissymétriques qui impliquent une personne en situation de vulnérabilité et une personne en situation de protection Ah oui. vont poser les mêmes questions. C'est très, très difficile d'expliquer ça. Est-ce que c'est une violence? Je sais pas, moi, certains parents vont dire apprendre à lire à un enfant alors qu'il l'a pas demandé, c'est une violence, et d'autres vont dire bah oui, mais le laisser dans un monde où l'écrit est omniprésent sans lire, et ben c'est une autre violence. Donc voilà, c'est pour ça que moi ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est intéressant intellectuellement de se poser des questions, mais on ne peut pas en tirer des espèces de dogmes absolus sur la façon dont on va devoir se conduire avec un enfant. Et c'est vraiment ça le danger. Enfin, en tout cas, moi, j'identifie comme un danger dans cette posture-là, c'est voilà, d'en faire un dogme absolu, de vouloir en tirer des manières définitives de se comporter. On peut donner un autre exemple aussi, par exemple, la mise au coin, c'est considéré vraiment comme quelque chose d'horrible, enfin, c'est considéré comme une violence éducative ordinaire. Et alors, il y a des personnes qui promeuvent des espèces d'alternatives du genre la chaise à réfléchir ou voilà, une espèce de retour au calme. Et en fait, on se rend compte qu'avec un même outil, on peut très bien être sur quelque chose d'ultra violent parce que très stigmatisant, voilà, t'es puni, t'es au coin, t'es Mm. un mauvais enfant, enfin bon, je sais pas tout ce qu'on pourrait dire de très négatif, ou au contraire de dire, bon, bah là, je vois que t'es plus en capacité de rester dans le groupe, t'es trop en colère ou t'es trop énervé, c'est plus possible de se maintenir dans le groupe. Donc, voilà, comment est-ce qu'on t'accompagne pour prendre un temps calme et là, il n'y a plus de problème. Donc, c'est vraiment pour dire que on est dans des nuances, on est dans de la complexité et qu'il y a un certain nombre de militants qui vont caricaturer ça pour en faire des espèces de préceptes absolus et que c'est ça qui va venir faire violence et c'est là où peut se situer le risque de dérive. Ok, on va creuser ça juste après. Bonsoir Samoussassa, bienvenue. C'est cool que tu sois revenu. Tu étais là la semaine dernière. Euh, on a une remarque de Cribona qui dit Korchak ou Freinet dirait peut-être que l'essentiel est de discuter avec les enfants, de faire des conseils de famille, d'habituer les enfants à raisonner et à comprendre les règles inévitables pour mieux vivre ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est pas contradictoire. En fait, il y a pas mal de parce on n'a pas forcément parlé des grands principes qui font consensus, qui
unifie finalement la galaxie de l'éducation bienveillante, positive, etc. Il n'y a pas du tout que la lutte contre la non-violence éducative, hein. Il y a aussi justement tout ce qui est la transformation de la communication intrafamiliale vers plus de coopération, vers plus de négociation. Donc évidemment, c'est pas du tout contradictoire. Je ne les ai pas forcément cités parce qu'on n'a pas de figure de proue dominante, mais la plupart des ateliers dits d'éducation positive ou de parentalité positive se réfèrent à des théoriciens plutôt américains qui se basent sur des techniques de Carl Rogers, en fait, de communication non violente, de voilà comment est-ce qu'on peut s'exprimer en famille lorsqu'il y a un conflit sans être dans le jugement, la stigmatisation, la dépréciation de l'autre. Et donc ça fait vraiment aussi partie de ce qui relie d'une certaine manière les partisans de l'éducation positive au sens large. Une question aussi dans le chat d'Oretz qui demande dans la convention des 1000 jours a-t-il été question de l'éducation positive? Alors là, je t'avoue que j'en sais rien du tout, tu sais. Alors, je n'ai pas revérifié exactement si le mot figurait. Par contre, je sais qu'ils se sont beaucoup basés sur des personnes. Je crois que Isabelle Filiosa était associée, n'était pas membre de la commission, mais était plus ou moins associée à tout ça. Donc, c'était dans les tuyaux. Il y avait des réflexions par rapport à ça. Ça a beaucoup infusé, en tout cas, dans la commission des 1000 jours. Et il me semble qu'ils mettent quand même beaucoup l'accent aussi sur la réduction des violences éducative ordinaire. D'accord. Jules Cassin qui demande qu'est-ce qui est le plus dangereux selon vous, la violence des dogmes de l'éducation positive ou celle des promoteurs des anti-éducation positive? Je trouve dangereux de ne pas mentionner ceux qui s'opposent à l'éducation bienveillante en prétendant que ce seraient des chercheurs ou professionnels minoritaires. Oui, alors ça c'est toujours le même débat, c'est-à-dire que moi j'ai essayé dans mon livre à la fois de retracer d'où venait l'éducation positive, qu'est-ce que c'était un petit peu ce nouvel objet qui avait débarqué dans la parentalité, et puis de pointer voilà, quels pouvaient être un peu les risques, et quelles critiques on pouvait adresser à ce courant, pas dans une perspective de dire allez on annule tout, on revient au martinet, mais plutôt en se disant voilà, c'est un idéal très ambitieux, c'est un idéal nécessaire qui correspond à nos aspirations sociales, donc c'est important d'y aller avec un haut niveau d'exigence. Et voilà, et la question qui m'est posée là, en fait, c'est la question qu'on pose tout le temps, c'est mais pourquoi vous avez pris du temps à formuler des critiques alors que vous auriez dû mettre cette énergie dans le fait de combattre ceux qui étaient plutôt pour le retour à une éducation traditionnelle, autoritaire, violente, etc. Moi, j'ai pas de réponse vraiment à ça. Moi, je pense que c'est important voilà, de ne pas s'interdire de formuler des critiques. Et oui, je pense aujourd'hui que ce nouvel idéal jouit d'une posture suffisamment consolidée pour qu'on commence à se dire, voilà, allons-y, mais allons-y avec ambition, avec transparence, et puis en osant dire ce qui ne va pas forcément aussi bien que ce qu'on voudrait. Alors justement, je voulais parler qu'on parle de ça, qu'on creuse un petit peu. Juste avant, maman, encore une fois, merci pour ton message. Bienvenue parmi nous. Je garde ta question parce qu'elle peut être intéressante, mais le sujet est un petit peu décalé. Donc on va juste continuer, mais je garde bien ta question. Et la malle de Carlos qui dit est-ce que les troubles psy sont pris en compte? Car je suis en dépression postpartum, j'ai un TDA, la pression de l'éducation non violente est presque violente pour moi du coup. Alors là, ça va nous permettre un peu de lancer le truc. Pour toi, quels sont les vrais dangers? Tu parles un petit peu de dérive tout à l'heure. Quels sont les vrais dangers de l'éducation positive aujourd'hui qui, comme tu dis, devient de plus en plus courante en fait? Voilà, bon, il y a ceux qu'on a déjà un petit peu cités, hein, le fait d'avoir des difficultés à mettre une limite, et en même temps on sait qu'elle ne peut pas vraiment être posée dans ce qu'on appelle violence éducative ordinaire, avec aussi une porte ouverte possiblement sur des dérives un peu sectaires quand même, hein, parce que ce que j'ai évoqué tout à l'heure par rapport aux limites médicales, ce genre de choses, voilà, on n'est pas très loin quand même de la dérive sectaire. Moi, on m'a fait remonter notamment le cas de certaines personnes qui proposaient des formations à l'éducation positive, qui avaient été jusqu'à culpabiliser très fortement des parents qui avaient par exemple donné des médicaments à leur enfant, peut-être un peu plus de force que ce qu'ils auraient voulu, voilà, et qui avait vraiment une forme d'embrigadement, parce que qui dit
voilà, éducation positive, formation à des nouveaux comportements parentaux, dit aussi que certaines personnes vont être en position de se poser comme formateurs dans un contexte totalement dérégulé, donc avec des risques d'emprise, des risques voilà, assez importants de ce point de vue-là. Donc ça, moi, je pense que c'est quelque chose qui est quand même voilà, essentiel à pointer. Ce qu'évoque la personne là, dans la question, c'est plus aussi ce qui a trait à la prise en compte du vécu des parents, c'est-à-dire que finalement, on va leur formuler un certain nombre d'injonctions, un certain nombre d'attentes sociales. On sait déjà qu'il y a énormément d'attentes qui reposent sur le dos des parents. On est plutôt dans une vision de la parentalité où, centrée sur la famille nucléaire. On a l'impression que les parents élèvent leurs enfants hors de tout contexte social, hors de toute adversité, hors de toute difficulté. Donc c'est déjà très difficile de manière générale. Et là, quelque part, on en rajoute une couche en disant, oui, mais attention, en plus, il faut vous former, il ne faut pas crier, il faut être finalement toujours impeccable. D'une certaine façon, la posture parentale que promeut l'éducation positive, c'est un peu la posture du parent thérapeute. C'est-à-dire qu'il doit toujours ne rien prendre pour lui, être calme en toutes circonstances, être toujours voilà, très serein. Et bon, ça, c'est possible Je sais pas pour si tu y un arrives, toi, mais moi, j'y thérapeute. arrive pas. Ah non, non, moi j'y arrive pas, mais de toute façon c'est pas possible. Un thérapeute il y arrive parce qu'il y a un cadre, parce qu'il sait qu'à un Bah moment oui, oui, donné oui, il va c'est sûr. sortir, il va sortir de ce moment de thérapie. Il va avoir des moments où voilà, il va pas toujours endosser ce rôle-là, puis il va avoir des espaces de supervision, il va pas avoir des espaces pour souffler. Parents, on l'est 24 heures sur 24, donc il y a quelque chose qui est loupé d'avance, mais c'est vraiment une exigence démesurée. Et moi j'ai souvent, quand je fais des conférences autour de mon livre, des parents qui viennent me dire, bah voilà, moi je suis dans une situation compliquée, famille monoparentale, en précarité, comment je pourrais, avec un enfant par exemple, voilà, TDAH ou qui a des besoins spécifiques, mais je peux pas y arriver, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Et ça, Ouais. il y a vraiment quelque chose d'occulté par rapport à ces difficultés-là. On cherche pas à savoir à quel point c'est difficile pour les parents et comment est-ce qu'ils pourraient faire pour prendre soin d'eux. On leur apprend pas à prendre soin d'eux justement pour être en capacité de relever le défi. On va juste simplement leur culpabiliser. En fait, simplement, on va leur dire, bah, regardez, vous faites pas ce qu'il faut. Et en plus, c'est doublement violent parce que quand les parents ont été sensibilisés à l'idéal de l'éducation positive, lorsque justement pour eux c'est devenu, et à raison, hein, insupportable d'avoir des gestes violents à l'égard de leur enfant, pour eux c'est vraiment très important de le considérer comme personne, lorsqu'ils ont chaussé un peu ces lunettes de l'éducation positive, quand ils se voient ne pas agir comme ils voudraient, c'est vraiment horrible. Enfin, ils ont vraiment l'impression que c'est impardonnable, qu'ils ont complètement fichu en l'air l'avenir de leur enfant. Donc il y a vraiment un cercle de la en fait, tout se passe comme si la bienveillance c'était pour les enfants, mais c'était pas pour les parents. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose que je pointe comme une limite parce qu'on voit pas bien comment le système pourrait fonctionner, comment cet idéal de société pourrait se mettre en place si on n'inclut pas les premiers pourvoyeurs de soins aux enfants et qu'on se contente d'agir sur le levier de la culpabilité, de la peur, de la menace, exactement tous les leviers dont on dit, bah non, on n'en veut plus Il pour faut les pas les enfants, mais faire. par contre, voilà, Pour on les les parents, garde ça pour les va. parents. C'est exactement ce Oui, que tu oui, dis concrètement. Moi, tu dis que je vois l'éducation non violente comme prônant la même non-violence envers les parents qu'envers les enfants. Voilà, donc c'est la symétrie du principe, quoi. c'est ça, c'est exactement Oretz ça. qui dit ce qui est violent et maltraitant pour les parents aussi, n'est-ce pas l'absence de ressources consensuelles autour de l'éducation et l'absence d'accompagnement humain comme si c'était inné de s'occuper d'enfants. Euh, oui, enfin, comment dire, en tout cas, il y a des personnes qui estiment que les parents devraient être formés à la parentalité. C'est des choses qui font un petit peu débat parce qu'il y a toujours la question de savoir est-ce qu'on doit potentialiser les ressources des parents, partir de là où ils en sont, ou est-ce qu'on doit finalement édicter un modèle de parentalité qui pourrait s'appliquer à tous et auquel, voilà, on pourrait former tout un chacun. Ça, c'est un vrai débat, hein. Il y a des arguments d'un côté comme de l'autre. C'est pas tranché. Il y a toujours quand même en ligne de mire l'enjeu de faire en sorte que toutes les catégories de parents puissent se sentir capables, puissent se sentir renforcées et en tenant compte des diversités sociales, culturelles, Mhm. ethniques, de genre. Voilà, donc c'est toujours un peu la difficulté de se dire oui, on va pouvoir avoir une espèce de modèle de formation unique. Et effectivement, la parentalité positive suppose ça un peu en quelque sorte, parce que Ouais. un des
enfin, elle a été popularisée notamment par le biais du programme Triple P, hein, qui a été développé en Australie, qui est une espèce de programme d'entraînement des compétences parentales. Et c'est vraiment cette idée-là, c'est on va entraîner les parents, on va leur donner, on va les outiller, comme ils disent, donc on va leur donner un certain nombre de dispositions, termes communicationnels, etc. Et ça va suffire pour résoudre les problèmes à la fois de stress parental et de comportement des enfants. Bon, dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué que ça, hein. On peut se référer aux écrits du sociologue Claude Martin qui avait dénoncé un petit peu les faiblesses méthodologiques de ces programmes-là dans son livre de 2014, je ne sais plus, c'est être un bon parent, une injonction contemporaine. Ok. D'ailleurs, Ouais. Orez précise, dit sans forcément être formé, j'entendais surtout soutenu. Mais Oui, bah en fait, ouais, non, mais il a raison. En fait, c'est un petit peu en fait, soutenir ou former, c'est un peu les deux. C'est pas que il y a le choix entre les deux, mais en France, on parle de soutien à la parentalité et c'est des actions de soutien à la parentalité. Ça passe notamment par des groupes d'échange qui sont mis en place au niveau de la CAF, qui sont subventionnés, voilà, spécifiquement. Donc, des groupes d'échange entre parents, souvent médiés par des personnes d'associations, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment de la transmission de parent à parent. Et ça a quand même une certaine influence positive. Et on ne sait pas, entre la formation et entre ces groupes d'échange, pour le moment, ce qui est le plus efficace, en fait. D'accord. Jules Cassin qui fait à nouveau une remarque. Quand on connaît certains chiffres sur la violence envers les enfants, je trouve malgré tout très osé de s'en prendre à ce mouvement qui essaie de défendre les droits des enfants. Voici quelques statistiques qui font froid dans le dos. En France, un enfant meurt tous les 5 jours des coups de ses parents. 165 000 enfants sont victimes de viols et de violences sexuelles chaque année. Et les enfants restent les premières victimes de la violence conjugale. Alors tout ça, on peut, il me semble, hein, tu vas préciser, mais il me semble qu'on peut pointer les limites de l'éducation positive tout en étant d'accord avec le fait que ces choses-là doivent absolument être réglées. Oui, c'est complètement l'idée en fait. Les deux sont pas du tout incompatibles. Mais c'est vrai que dans l'esprit des militants de l'éducation positive, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Alors après, parfois je me demande aussi, est-ce que c'est parce que c'est aussi une manière de contourner les critiques, Ah oui, d'avancer. Non, mais c'est une réalité, hein. Bon, c'est vrai, leur cause est noble, est urgente et indispensable. Pour autant, voilà, il faut aussi pouvoir regarder ce qui va moins bien, encore une fois, hein, mais c'est vrai que je redis souvent un peu la même chose. Je sais pas si tu voulais le garder aussi pour la suite, mais il y a un point qui est important d'évoquer et qui recoupe aussi l'avancée de ces chiffres vraiment absolument édifiants. C'est comment dire, le fait que l'éducation positive comment dire, s'appuie aussi sur la dénonciation d'un certain nombre de choses très graves sur le plan scientifique. Enfin bref, non, mais je vais un petit peu loin. Est-ce que tu veux qu'on évoque les dangers sur le plan des données scientifiques? Parce que voilà, du coup, j'ai pas. alors ouais, j'avais une question là-dessus. Ouais, bon, je te laisse alors. Voilà, j'anticipe pas. Ouais, alors d'accord, juste du coup pour terminer là-dessus, euh, donc est-ce que tu as des exemples de parents qui sont vraiment dépassés, qui sont embarqués dans un mouvement presque sectaire où voilà, tout devient culpabilisant pour le parent, ou certains soins à l'enfant, bah, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, on pense notamment au vaccin aussi. Voilà, est-ce que tu as des exemples voilà, d'engrenages qui font que à la fin, bah, les parents ne tiennent plus en fait, ou dérivent? Alors, de dérives, ça, c'est des choses soit qu'on m'a rapporté, soit que j'ai un petit peu observé de manière indirecte, hein. Par exemple, il y a pas mal de groupes Facebook autour de l'éducation non violente qui ont des fonctionnements très divers. Alors, je pense qu'il y en a qui sont des réels soutiens pour les parents et d'autres qui sont extrêmement sévères, extrêmement dogmatiques. Et en fait, les parents vont se livrer souvent sur des problématiques douloureuses, hein, des choses qui les mettent en échec ou qui ne comprennent pas. Et là, ils vont subir une espèce de sanction de la communauté. On va leur expliquer à quel point c'est horrible ce qu'ils font, à quel point ils sont violents, à quel point ils devraient faire autrement. Donc ça, je l'ai vraiment observé. Des gens qui ont fini par quitter les groupes quand ils ont pu ou qui se sont sentis extrêmement atteints et en tout cas pas du tout soutenus. Et on leur a pas donné des pistes. On leur a juste dit à quel point c'était des mauvais parents et à quel point c'était Oui. horrible ce qu'ils avaient fait. Donc ça, oui, il y en a encore pas mal. Après, moi, j'ai un exemple
qui me vient en tête d'une maman qui était présente à une de mes conférences, qui avait levé la main justement au début pour parler de sa situation de famille monoparentale. Donc, il me disait, mais est-ce que voilà, l'éducation positive, est-ce que c'est vraiment viable lorsqu'on est parent solo voilà, et en fait, en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que cette maman-là, non seulement elle était maman solo, mais en plus elle était en très grande précarité, elle avait subi des violences elle-même étant enfant et elle était terrorisée à l'idée de les répéter, parce que c'est aussi ce que raconte une partie des militants de l'éducation positive, hein, que la violence se répéterait de génération en génération presque de manière mécanique, et que justement ce serait ça la raison pour laquelle il faudra absolument briser ce cercle de la violence, parce que sinon on continuerait à le répéter. Donc elle était persuadée que parce qu'elle avait vécu elle-même des violences, elle allait les répéter et ce serait pas possible de faire autrement, qu'elle voulait donner le meilleur à son enfant, donc elle s'était inscrite à des ateliers Montessori qui lui coûtaient une somme déraisonnable par rapport à ses revenus, qu'elle était, comme elle voulait absolument un week-end, donc elle allaitait son enfant à la demande à plus de 2 ans très fréquemment, parce qu'elle était persuadée que c'était ça qu'il fallait faire, parce qu'encore une fois c'était ce qui correspondait à la satisfaction des besoins. Bref, de fil en aiguille, je me rends compte qu'en fait elle ne dort plus la nuit parce que elle doit passer ses nuits à étudier pour rien, et qu'en fait elle est au bord du craquage total. Et que oui, c'est toutes ces injonctions qu'elle a intériorisées dont elle était absolument persuadée que c'était la chose à faire pour élever au mieux son enfant dans le contexte qui était le sien, qui était en fait en train de la faire s'effondrer totalement. Alors heureusement, la conférence avait lieu dans une association de soutien à la parentalité, donc elle était bien entourée pour pouvoir être prise en charge ensuite. Mais oui, c'était absolument dramatique. Ouais. Oui, c'est ce que tu dis, Kofi, c'est que dans ces cas-là, on a l'impression que ça pousse un peu au burn-out des parents, quoi. Ah bah oui, puisque de toute façon, ce qu'on leur dit, c'est que les besoins de leur enfant sont absolument prioritaires. Et que les leurs, bon, ils sont importants, mais on s'en occupe bien après. Donc, selon comment c'est pris et selon comment cette question de la violence va résonner, oui, il y a certains parents qui peuvent se mettre des objectifs inatteignables et au final délétères, et en perdant totalement de vue le fait que eux aussi, en fait, qu'ils ne seront en capacité de bien s'occuper de leur enfant que si eux-mêmes ont quand même un minimum nourri leurs besoins de base. Enfin, voilà, ça c'est des choses qui sont pas du tout évoquées ou très rarement évoquées par les partisans de l'éducation positive, et qui en fait peuvent être aussi indirectement à l'origine de maltraitance, hein. Par exemple, si je prends le fait l'exemple des cris de bébé, hein, il a été montré que les cris de bébé c'est extrêmement stressant, et que il y a un certain nombre de passages à l'acte de bébés secoués qui seraient déclenchés. Alors, je ne dis pas excuser, hein, je ne suis pas en train d'excuser les parents, mais déclenchés par des pleurs incessants, voilà, qui feraient monter le niveau de stress à des trucs trop élevés. Et donc, on conseille maintenant le fait de porter un casque anti-bruit, non pas pour ignorer les cris de son enfant, mais juste pour pouvoir les supporter, pour ne pas passer la barre de l'insupportable. Donc voilà, c'est pour dire que ce n'est pas des thématiques qui sont beaucoup abordées, et à mon avis à tort. Alors, on a une autre remarque de Real World Books qui dit qu'il y a également une question des objectifs de l'éducation. Certains demandent est-ce que l'éducation positive ça marche parce que leur objectif c'est d'être obéi. Tout à fait. Et être à la fois autoritaire et bienveillant, ça ne marche pas. De plus, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y a des parents qui dirigent la vie de leur enfant pour leur bien. Oui, alors en fait, c'est une très bonne remarque, cette question de ça marche ou ça marche pas, parce que l'éducation positive, quand on regarde les livres qui sont publiés un peu avec ce label, il y en a beaucoup qui vendent aux parents l'idée que grâce à l'éducation positive, il y aura plus de conflits à la maison, les enfants ne feront plus de crise au supermarché, tout va être plus tranquille, plus cool, et donc en fait, d'une certaine manière, les enfants vont être obéissants, les enfants vont être tranquilles, ils vont arrêter de faire tout ce qui dérange les parents. Et ça, en fait, c'est un malentendu terrible, parce que à aucun moment donné, l'éducation positive cherche à faire des enfants obéissants. L'éducation positive cherche, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, plutôt à faire en sorte qu'ils puissent s'affirmer, faire en sorte qu'ils puissent faire valoir leurs idées, leurs goûts, leurs choix, mais absolument pas à faire des enfants obéissants. Donc, c'est une manière d'attraper les parents, parce que évidemment, il y a beaucoup de parents qui sont intéressés
intéressés par ça et en même temps qui est un peu voué à l'échec. Donc il y a plein de parents qui vont conclure que ça ne fonctionne pas ou qu'ils n'y arrivent pas, donc ils peuvent aussi culpabiliser et nourrir une image négative d'eux-mêmes, puisque finalement les bons principes de l'éducation positive ne leur permettront pas d'avoir les enfants parfaits qu'ils avaient imaginé pouvoir avoir. Ouais. Voilà, avec, donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant et d'important. Ok, ben, on est bientôt au bout de l'heure qu'on s'était accordée. Je sais pas si tu as encore le temps pour cette question de la scientificité. Bien sûr, oui, oui, bah, je pense qu'elle est un peu incontournable. C'est pour ça, en voyant Ouais, l'heure, c'est je me suis dit, ça. bon, on peut pas faire l'impasse là-dessus. Ça a été très intéressant jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que du coup, ouais, j'avais envie quand même de parler de cette question parce que on entend quand même souvent que l'éducation positive, c'est l'éducation basée sur la science, c'est Mm. l'éducation basée sur notamment les neurosciences, et c'est l'éducation, on va dire, scientifiquement prouvée, ou en tout cas qui écarte les pratiques qui seraient, pareil, démontrées scientifiquement comme néfastes pour les enfants. Et j'ai en tête notamment cette histoire dont tu parlais au début du live de si je fais pas ci ou si je fais ça avec mon enfant, je vais lui griller le cerveau, quoi. Ouais, 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 ouais. Bah, en fait, la référence voilà, à la science, c'est quelque chose qui est très, très convoqué. Bon, parce que c'est dans l'air du temps, hein, il n'y a pas que l'éducation positive, et parce que c'est un argument très fort pour convaincre les parents. Moi, il y a plein de fois où voilà, où face à un argument scientifique, je leur disais, mais attendez, il n'est pas parfait là, ton argument, il y a quand même des choses qui vont pas. Ils disaient, oui, mais ça marche. Donc en fait, il y a toujours cette idée que euh, la fin justifie les moyens et que c'est pour ça que je faisais la référence tout à l'heure, mais mon lien n'était pas très clair avec cette idée que quand même on va sauver, enfin en militant pour l'éducation positive, on va sauver des enfants qui sont maltraités par leurs parents, qui sont victimes de violences diverses et variées. Donc comme la fin est très très importante, peu importe le moyen qu'on va choisir, et bon, si on fait des petits écarts et si on s'arrange un peu avec les données scientifiques, finalement c'est pas grave puisque le plus important, c'est que les parents arrêtent ces comportements violents. Ouais. Donc voilà. Alors après, ce qu'on peut dire de la scientificité de l'éducation positive, c'est qu'il y a quelques éléments sur lesquels on dispose de données, hein. Je les ai déjà évoqués tout à l'heure. Globalement, oui, on a suffisamment de données pour se dire que la fessée, si on peut faire sans, c'est quand même nettement mieux, qu'a priori, oui, ça a quand même des conséquences pas terribles et surtout, c'est complètement inefficace. Donc ça, on en a quand même des données là-dessus. On Mhm. a aussi quelques données sur, on commence à les avoir sur les violences psychologiques, sur les cris, ça commence un petit peu à sortir. On n'en a pas du tout sur tout ce qui est contrainte, ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure. On a aussi quelques données sur l'intérêt de cultiver chez les enfants, le fait de verbaliser ses émotions, le fait de savoir les identifier, donc tout ce qui recoupe les compétences psychosociales, hein, qui ont été pointées par l'OMS depuis les années 90 comme étant des éléments déterminants de la bonne santé. Alors au sens très large, parce que l'OMS considère que la bonne santé, c'est pas simplement ne pas avoir de maladie, mais c'est aussi un bien-être global. Donc ça, on a quand même des méta-analyses, enfin un nombre suffisant de données pour appuyer ça. Là où on en a beaucoup moins, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, dans les livres d'éducation positive, il y a énormément de références pour convaincre les parents à en fait soit des neuromythes, carrément. Donc, par exemple, tout ce qui est évocation des différents cerveaux droit, cerveau gauche. Donc, l'idée que, pas simplement qu'on a deux hémisphères, parce que ça, tout le monde est d'accord là-dessus, mais qu'il y aurait, que chacun de nos hémisphères aurait un peu sa petite personnalité à lui, aurait ses petites caractéristiques à lui, et que selon les activités qu'on aurait, on convoquerait plutôt l'un ou plutôt l'autre. Donc, ça, il y a plein d'évocations de ça dans les livres de parentalité positive, hein, y compris chez Catherine Guéguin, qui est pourtant voilà, qui fait quand même autorité dans pas mal, enfin chez les militants, puis pas que chez les militants. Donc voilà, donc ça c'est une première chose. Et puis il y a tout un discours autour du stress et du rôle des hormones comme le cortisol, qui est extrêmement anxiogène, qui est très très présent dans les livres d'éducation positive, hein. Donc là, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Si je lui refuse, je sais pas, une glace, ça va le contrarier, ça va lui griller le cerveau. Si je crie, voilà, ça va lui détruire les neurones. Donc ça, il y a effectivement, c'est omniprésent. Alors je sais pas si tu veux que je te cite des passages, mais on le retrouve tout le temps. On le retrouve chez Isabelle Filiosa, on le retrouve chez Catherine Guéguin. Et c'est exactement Et ça qu'elles disent. C'est alors, ouais, Vas-y, du coup, pour alors être attends.
le plus Oui, honnête voilà, pour possible et être pas leur mettre le des mots plus dans la honnête bouche qu'elles n'ont pas possible. dit. Exactement. Alors attends, je te retrouve parce que je me Mais le suis noté quand moi, je même. me souviens quand même que quand j'ai commencé à être parent, j'avais quand même cette idée en tête que, alors je sais plus exactement ce que j'avais Alors lu, mais oui, qu'un enfant qui fait une grosse crise de colère, vaut mieux l'éviter parce que sinon, il y a des liaisons neuronales ou je ne sais quoi oui, qui... oui, mais c'est ça qu'ils disent en fait. Donc là, j'ai l'extrait de Catherine Guéguen, donc son livre Pour une enfance heureuse. Elle dit, quand l'enfant est privé de réconfort, de calme, de compréhension, de tendresse, le stress est intense, il est réellement en détresse, son cerveau est envahi d'adrénaline, de noradrénaline, de cortisol libéré en masse par les glandes surrénales au niveau de la médullo-surrénale et la cortico-surrénale. Et elle continue en disant, si les adultes sont dans l'autoritarisme vis-à-vis de l'enfant à la maison, à l'école, si quotidiennement pleuvent les reproches, les ordres, les punitions, les cris. Alors l'enfant est confronté au stress, à la peur, à la colère. Les hormones de stress circulent dans l'organisme de l'enfant. Le cortisol est un taux élevé. Le sympathique est en pleine activité. La sécrétion de molécules bienfaisantes est bloquée. Et alors Isabelle Filiosa, elle, c'est sur le cytocine. Oui, non, c'est ça. Crise de rage, de pleurs pour un rien, comportements excessifs sont autant de manifestations de détresse du système nerveux. Pour elle, même les petites contrariétés peuvent avoir des répercussions négatives sur le cerveau. Elle dit que son frère lui prenne un jouet, que vous lui refusiez quelque chose. La perte vous semble minime, mais pour son cerveau, c'est un drame. En pensant à la glace qu'il espérait, son cerveau a fabriqué de la dopamine et les encéphalines, molécules du plaisir et de l'anticipation de la récompense. Quand vous lui refusez de la lui donner, le taux de ces molécules chute brutalement et déclenche une réaction d'agression. Donc, je pense que c'est elle qui est la plus Ok. radicale. Donc on a tout ce discours déjà très très compliqué à comprendre, Hmm. qui nous semble très savant. Donc les parents n'osent pas se questionner, ils disent ah bah oui c'est hors de ma portée et très anxiogène. Il n'y a que des mots du champ lexical, de voilà de l'angoisse, de la peur, etc. Donc moi en fait dans mon livre ce que j'ai fait c'est que j'ai pris tous ces extraits et je les ai soumis à des neuroscientifiques en leur demandant est-ce que vous y retrouvez un peu votre science quoi, est-ce que vous y retrouvez votre petit, est-ce qu'il y a des bribes de savoir, est-ce que non, oui, enfin bon voilà, parce que moi-même je suis pas du tout neuroscientifique, donc j'étais pas en capacité forcément de juger du statut en fait de ces propositions. Et c'est vrai que j'étais assez étonnée, mais leur réponse a été unanime. Pour eux, c'était totalement exagéré. Il y avait, c'était une présentation très fallacieuse de ce qu'on savait aujourd'hui du fonctionnement de l'enfant. Alors bon, pour plusieurs raisons. Hein. D'abord parce que en termes de stress, on dispose beaucoup de modèles animaux. Donc, dans les références, par exemple, Catherine Guéguen, c'est quelqu'un qui met énormément de références dans son livre. On peut l'en remercier, hein, c'est plutôt bien. Voilà, on a les références des études scientifiques sur lesquelles elle se base. Mais quand elle affirme que le stress a des effets terribles, en fait, elle renvoie souvent, la plupart du temps, à des études qui se portent sur les animaux. Donc le stress chez l'animal, c'est modélisé, on les place dans des conditions qui n'ont absolument rien à voir avec les conditions de vie d'un enfant. Hein. Pour générer des réactions de stress, on va les priver de nourriture, on va les soumettre à des électrochocs, on va les plonger dans des bains d'eau froide. En fait, c'est de la torture un peu quand même. Ouais. Enfin, Ah oui. voilà, on est très 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 loin du quotidien d'un enfant à qui on a refusé une glace ou à qui on a dit, je sais pas moi, bon, c'est pas des comportements parentaux. Donc déjà, il y a une forme d'extrapolation qui est tendancieuse. Et puis, surtout, on a des données sur les effets des stress très intenses et prolongés. Ça, on sait que c'est pas très bon pour la santé, que c'est pas épanouissant, qu'un enfant va pas pouvoir grandir s'il se sent pas en sécurité. Mais on n'a pas de données montrant un effet délétère des stress ponctuels ou des stress modérés. Le stress, ça fait partie de la vie. Tout le monde Ouais. est voilà, confronté à des situations qui vont être à des degrés différents stressantes. Et ce qui va se passer dans notre corps face à une réaction de stress, c'est aussi quelque chose qui va nous préparer à l'action. Enfin, c'est quelque chose qui est tout à fait nécessaire, en fait. C'est même quelque chose qui peut augmenter la concentration, ce genre de choses. Enfin, voilà, en fait, le stress, ça fait partie de la vie. Et il y a un petit peu, on perd un petit peu de vue cette idée-là dans ces livres qui ne présentent les réactions de stress que comme des poisons, en fait, pour le cerveau. C'est Ouais. clairement ce qui est véhiculé auprès des parents. Et donc, ça, moi, je pense que c'est aussi un très gros danger parce que voilà, les parents peuvent se sentir totalement décontenancés et plus savoir s'ils sont en train de nuire à leur enfant ou pas, et être dans l'évitement de certaines situations qui sont somme toute banales et qui peuvent même faire partie de l'apprentissage. Ouais.
Jules Cassa, je voulais juste te répondre. Tu dis, pour être honnête, il aurait fallu les inviter. Non, je suppose que tu parles de Isabelle Filioso, Catherine Guéguin. Bah écoute, on y a pensé, mais pour être honnête aussi à mon tour, c'est un sujet qui est pas forcément facile à aborder avec des gens qui sont militants, en fait, qui savent déjà où ils veulent aller. Et je pense qu'on peut arriver à être honnête même sans les inviter elles, euh, juste en regardant ce qu'elles produisent comme contenu, comme savoir, voilà, dans leurs livres, et puis essayer de le juger. C'est plus ou moins d'ailleurs le métier de Béatrice et le mien. Être journaliste, c'est aussi ça, c'est aussi pouvoir voilà, vérifier une information, faire la part des choses, interroger des gens à droite à gauche, et puis arriver voilà, à trouver un juste milieu, sans forcément être militant d'un côté ou de l'autre, mais voilà, en essayant d'avoir une information la plus honnête possible. Au reste, qu'il y a titre personnel, j'avais lu Jesper Joule, je ne sais pas si tu connais. Oui, Je oui, suis là, oui. qui es-tu, qui m'avait permis de ne pas renoncer à l'éducation positive sans le vivre comme une violence. Oui, oui, c'est un auteur qui est intéressant. Je ne l'ai pas cité parce que c'est vrai que je me suis du coup un peu concentrée sur le contexte français. Mais oui, oui, c'est un auteur qui est intéressant. Mais je ne fais pas du tout partie des gens qui pensent qu'il faut renoncer à l'éducation positive, hein. Je pense Mhm. qu'il y a un certain nombre d'idéaux, comme on l'a dit un peu tout au long de l'éducation, avec lesquels il est quand même un petit peu compliqué d'être en désaccord. C'est plus sur les méthodes et l'impact que comment dire, la diffusion de ces idées peut avoir sur les parents, il y a matière à réfléchir et peut-être à réorienter, mais sans doute pas sur les idéaux sous-jacents. Mhm. Ok, bah écoute, on a un peu dépassé l'heure. Je pense on pourrait peut-être s'arrêter là, sauf si tu avais des choses à ajouter. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon, hein. Ouais, il y aurait Effectivement, on pourrait en parler encore C'est longtemps, ça mais en fait. c'était déjà. Il y aurait de quoi en parler encore beaucoup. Il y aurait quoi discuter avec vous aussi dans le chat, selon vos témoignages et ce que vous avez lu, etc. Mais on va s'arrêter là pour ce soir. Voilà, merci à tous et à toutes d'avoir participé. Merci de nous avoir regardés. Je voulais rappeler quand même avant de partir, hop là, que Béatrice a écrit L'éducation vraiment positive, voilà, qui a été publié aux éditions Larousse. C'était il y a quelques années, hein, En Béatrice, c'est pas 2019. sorti là, hein. 2019. 2019, voilà. Donc, vous pouvez, tenez, je vais vous mettre, hop là, le lien, si jamais ça vous intéresse. Je crois que si je tape ça, voilà. On espère un vrai débat, dit Jules Cassin. Écoute, c'était pas un débat ce soir. C'était un compte-rendu d'expérience. Mais tu sais, Ah, les partisans de l'éducation positive se répandent dans leurs bouquins, dans leurs articles à longueur de temps, et on peut lire leurs arguments, même s'ils ne sont pas là, ça n'empêche pas. Ils n'ont pas forcément besoin d'être là pour qu'on sache leurs arguments. Et si il y a d'autres arguments qu'ils voudraient faire valoir, il faudrait qu'ils les écrivent. Et auquel cas, on pourrait les examiner tranquillement et être honnête avec tout ce en qu'ils tout cas, disent. oui. Une attaque à charge, il me semble pas que c'était uniquement à charge. Béatrice a d'ailleurs conclu à la fin en disant qu'elle n'était pas du tout contre l'éducation positive, mais que voilà, il y avait des nuances à apporter, et je pense que c'est ce qu'elle a fait ce soir. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très intéressant, j'espère que ça vous a plu aussi dans le chat. Voilà, on se retrouve donc pour un live la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, j'accueille une vulgarisatrice qui s'appelle Game of Arts, qui fait donc sur sa chaîne YouTube principalement de la vulgarisation du féminisme et de l'écologie politique. Donc voilà, on sera ensemble mercredi prochain, même heure, 18h, pour discuter de tout ça. Vous êtes évidemment les bienvenus. Merci concrètement moi qui dit je ne l'ai pas vu du tout comme une attaque à charge contre ce mouvement. Et au reste qui dit aussi pas du tout anti-éducation positive. Alors ça va, voilà, merci Jules Cassin, on finit là-dessus. Ça va, c'est bon, on a trouvé un terrain d'entente. Voilà, bah écoutez, à la semaine prochaine, bonne soirée à toutes et à tous, et portez-vous bien. Salut!